J'ai mis un peu de temps avant d'aborder quelqu'un parce que je suis un peu timide. Et au départ, mon plan, c'était d'aller voir des maîtres avec des chiens parce que j'approche plus facilement les chiens que les gens. Mais en fait, j'ai trouvé une jeune fille qui était descendue au bord du canal et qui s'était mis de la boue sur les bottes. Et donc, elle a été obligée de s'asseoir. Et quand j'ai vu qu'elle allait s'asseoir et qu'elle allait rester un bout de temps, je me suis dit que c'était le moment de la rencontrer. Et ça s'est bien passé. C'était une personne un peu de mon âge, où on a un peu les mêmes problématiques, les mêmes questionnements. Et donc, plus qu'une interview, c'était une conversation. J'ai pas eu à la relancer beaucoup. Elle faisait pas mal de digressions, ce qui rendait ça plus naturel. Et juste, je l'écoutais. Elle avait une voix assez douce, mais aussi un peu vague, un peu tremblante. Ça se voyait qu'elle réfléchissait beaucoup alors qu'elle parlait et que parfois certaines choses pouvaient lui échapper. Et donc, c'était une voix vraiment pleine d'humanité. Je suis peut-être fou de ce quartier. Je l'ai signé plusieurs fois. Les portails ont des plaques d'immatriculation comme moyen d'identification. DF 604 DZ. C'est des voitures sans roues. Pas besoin d'avoir peur de foncer dans le mur quand on est le mur. Je suis jalouse. Moi aussi, je veux être un mur. Je ne veux plus avoir peur. Je veux qu'on s'écrase contre moi. Combien de temps ça fait qu'on ne s'est pas écrasé contre moi, noyé en moi? Ça y est, je veux me transformer. Je veux devenir le canal. Je veux qu'on plonge en moi. Pour combien tu plonges en moi? Je suis trop froide. Je suis trop sale. Je suis trop verte, verte de jalousie. J'emporte personne. Le courant passe pas. Tu me touches, tu coules, tu disparais. Comme Fifi. Au moins, on te recherche activement. C'est ça que je veux. Être un avis de recherche. Je vais devenir la preuve tangible du manque. J'ai remarqué ton absence. J'ai besoin de ta présence. Je vais parler au monde de ton existence parce que je suis prête à remuer ciel et terre pour te sortir de ton errance. J'envie ce quartier. Je veux être la pharmacie pour guérir. Je veux être la boîte aux lettres pour porter un autre nom. Je veux être cette ruelle étroite, interminable, pour ne plus prendre le risque d'aller dans la mauvaise direction. Injonction à aller de l'avant, foncer tout droit sans réfléchir, ne plus avoir le choix. Parce que si je l'ai, je ferai le mauvais. Je veux être le bâtiment jaune parce que les humains broient du noir. Je veux être la main en relief sur le bâtiment d'en face pour laisser mon empreinte. Je veux aussi être ce bâtiment pour garder la trace de ta main. Je veux être la voiture rose garée plus loin parce que je déteste le jaune en vérité. Je veux être l'arbre déstructuré au-dessus du portail parce que c'est lui qu'on remarque en premier. Je veux être le cœur tagué au sol pour que les gens qui marchent tête baissée la relèvent souriante. Je veux être le graffiti tout simplement parce qu'il est écrit que graffiti don't stop. Je veux être le graffiti tout simplement parce que je veux rester dans ces murs. Je veux être le graffiti tout simplement parce que je ne veux pas quitter Saint-Denis. Je veux être peut-être folle. Ben, il y a eu des ratés parce que j'avais une idée en tête que j'ai pas pu mettre à contribution. C'était d'offrir un timbre et de proposer à la personne et de lui demander à qui elle écrirait. Et sauf qu'il n'y a pas d'âme qui m'a appelé. Et généralement, quand j'échange avec des personnes, ce qui m'arrive régulièrement, sont plutôt des personnes, on va dire, dans le besoin
Et ça se fait plus ou moins naturellement, comme la semaine dernière. Et donc, comme les différentes rencontres ont été avortées, j'ai décidé d'invoquer des souvenirs et de faire revivre les fantômes du passé. Double sac posé en côte montée, un gamin m'offre une langue aiguisée au soutien déterminé. 5 AVC, 80% paralysé, refus déterminé, écrit partagé. Transmission d'extase, confiance accordée. Je l'envoie chercher le canard du jour. Je l'attendrai au premier. Sonnerie M avec les mains feuilletées. Vase en velours en ouverture. Vestibule en couverture. Voix au lointain. Une silhouette. Enfin, gamin. Je suis assis, attendant mon canard de la part du lézard, comme une habitude déjà acquise. Était-ce la première fois ou un passage quotidien depuis plus de 20 ans déjà? Plus important que de servir une sampée tempérée à un ministre altéré, face à face oblige, première brige, je le laisse s'ouvrir. Il tente un misanthrope. Réponse. Quand le rideau tombe, la vie commence. Mon tour. Sans forcer. Initiateur de SOS Médecins au temps de sa création. Service nocturne. Les grosses bouffes chez Janine. À 5 heures du matin. Tripes, foie de veau et tutti quanti. Les cartes. Le bridge. Champion de France. De France. 15 fois. Et vice-champion du monde avec le brassard de capitaine. Les As de Dallas. J'étais payé pour jouer aux côtés de certaines personnalités. Des acteurs, Omar Sharif, d'autres types. Peu importe. On m'appelait le prince de Djerba. Un premier fils à 20 ans. Ça a gâché ma vie. Trop tôt. Les femmes, nombreuses. Les restaurants, nombreux. Le Paris Saint-Germain. Jamais d'accroche. L'argent flambe. Remords aux mots croisés débutés. Café instantané terminé, c'est assez pour aujourd'hui. À demain. Là où j'ai quelques regrets, c'est de ne pas avoir forcé la rencontre d'une certaine manière. Parce que c'est pas mon mode de fonctionnement. Et du coup, ça, on est un peu grossier ici, mais ça m'emmerde un peu de pas être allé, de pas avoir poussé ce trait, me laisser surprendre par une rencontre X ou Y. Et juste pour faire un parallèle, parce que je voulais rendre hommage, parce que là, il y a une personne, mais il y a surtout la première personne que je mentionne, qui est une femme d'un certain âge que je croisais régulièrement à sa fenêtre qui nourrissait les pigeons, qui avait une certaine aura. Et une fois, je l'ai rencontrée hors de chez elle dans la rue en faisant une pause avec justement ses sacs de provisions, où là j'ai osé aller vers elle et lui parler. Et elle m'a regardé, elle m'a dit surtout pas, regarde-moi.
J'ai fait 5 AVC, j'ai 80% de paralysie, mais on est là. Et à partir de là, on a crié tous les deux le plus fort possible dans tout le 18e. Moi, le métro s'est arrêté. Je suis sorti du métro et il y avait tout un tas de gens attroupés sous l'arrêt de bus. Je me suis dit, il pleuvait. Je me suis dit, je suis pas une bête, j'ai pas envie d'être chargé dans le bus avec tout le monde, là. Et, euh, et du coup, il y avait une boulangerie et je me suis dit, je vais prendre un café en attendant que ça passe. Et il y avait un monsieur tout seul à une table et je me suis assis à côté de lui. Et on a commencé à discuter. Elle a quelque chose de froid dans la voix, comme un morceau d'acier en fusion, tapé sur l'enclume, trempé dans un bain glacial juste après avoir pris la forme des mots. Un engrenage un peu rouillé, des notes de chemin de fer. Les stalactites lui transpercent la gorge, il goûte sur mon front. J'ai soif. Alors j'ouvre la bouche et je bois ses paroles. Mes reins en sont pleins. Impossible pour moi de les pisser. Et le lac, en cherchant ce cadavre, elle l'a trouvé. Elle l'a chanté. Depuis, je l'écoute ricocher. J'étais dans un parc juste à côté et c'était une personne qui était seule sur un banc et qui utilisait pas son téléphone. Donc déjà, ça laisse de la place et qui avait l'air seule. Donc je me suis dit que ma présence, ça allait pas, peut-être pas la gêner, je sais pas. Et en fait, je suis allée voir qu'une seule personne et j'ai pas eu besoin de voir plus de personnes. C'est grâce à elle que j'ai eu son témoignage. Il voulait pas qu'on l'enregistre. Moi, j'aurais aimé parce que je trouve ça trop chouette. J'enregistre pas mal sur mon dictaphone et j'aime bien les réécouter des années après. Et parce qu'il parlait pas très bien français, il était gêné du fait qu'il parlait pas très bien français alors qu'il parlait, selon moi, il parlait très bien français. Mais j'ai respecté ça. Et j'avais pas de stylo, du coup, j'ai dû courir après les gens de la classe pour avoir un stylo. J'avais pas anticipé qu'on allait me dire non, m'enregistre pas. Du coup, Mohamed est algérien. Il est arrivé en France il y a quelques années. Et il revient rarement sur son parcours et il parle très peu de ça. Et donc, c'était des phrases très courtes. Et je lui ai posé des questions et j'avais l'impression qu'il me regardait en me disant mais qu'est-ce qu'elle veut savoir? Pourquoi Et même à un moment, je lui ai dit c'est quoi votre plat préféré? Qu'est-ce qui fait que le couscous de votre mère est meilleur que celui de votre cousine? Et il me disait vous allez l'écrire ça? Je disais bah oui, je vais l'écrire. Il était en mode mais on s'en fout. Il disait qu'il avait beaucoup de chance. Il disait souvent j'ai beaucoup de chance d'être ici, en France. J'ai beaucoup de chance, je suis très chanceux. Il utilisait beaucoup ce mot. Ah, je suis content de partir. Enfin, je pars. Un mardi. Personne prend la décision de partir un mardi. J'ai parlé à une mouette qui m'a dit « Pars, tu n'es pas comme les gens d'ici. Ici, tu vas moisir d'humidité. » Qu'est-ce qu'elle m'agace, cette humidité. J'ai toujours le nez qui coule à cause d'elle. Tout est gris souris, vert mousseux, noir ciré. Fini la voiture bleue, les tags, les vieilles devantures, les vélos rouillés, encore elle. Cigarette, cigarette, cigarette. Je ne fume pas. Je n'ai jamais fumé et je ne fumerai jamais. Je ne veux plus sentir la pluie. J'aime son odeur de patchouli. Elle rit, elle. Je rougis, moi. Je noircis plus à ses côtés. Je ressens le souffle de maman, un souffle chaud,
qui rassurait n'importe quel ressortissant. Les rues étroites de Saint-Denis ne m'ont jamais fait penser à l'Italie. La longue litanie de cette foutue ville empeste la froideur normande. Ses murs crachent et transpirent stupidement. Le béton est armé jusqu'aux dents. Il me compresse lentement. Je vais rejoindre la tendresse, sa tendresse. Immortelle de cette fille à la peau mate, aux cheveux bruns, épais et lourds. J'arrive, Soad. J'arrive. Je pense que mon écriture est musicale, mais c'est pas volontaire. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez lyrique dans ma façon d'écrire, d'assez poétique, d'assez peu ancré dans le réel, dans le sens réel, le réel quotidien. Parce que souvent quand j'écris, c'est que j'essaye de mettre en mots une vie intérieure plus que des perceptions intérieures, des perceptions invisibles, plutôt que de rendre compte du monde extérieur. Je tourne sur le canal. Cette ville m'avait lâché avant même que je m'y pointe. Je te le dis, il y a des gens, leur place, c'est de pas en avoir. Si je me faisais crever ici, il n'y aurait personne pour te le faire savoir. La pute ou la maman. Je voudrais simplement retrouver les mains sur mon visage et la transpiration du jour à mes narines. Il a quelque chose dans sa voix qui souffre de ne pas être entendu. Les bombes qu'il voudrait lancer sur son pays. La colère, comme un chien qu'on a attaché et oublié, là. Souvent, moi, quand je me relis, je me dis ah ouais, ça c'est toi qui fais ton petit blabla, tes petits trucs jolis et tout, et ça parle pas vraiment de ce dont tu veux parler en fait. Et ça même, ça nuit à la clarté de ce que tu essayes de transmettre. Et du coup, là, en relisant tout à l'heure un peu avant de passer, il y a des choses, je me suis dit oh, c'est pas nécessaire. Voilà. Moi, je suis allée voir un vieux monsieur qui était assis dans un petit square au soleil, à une table d'échecs. Et c'est la première personne que je suis allée voir et c'est la dernière. Parce que il m'a montré son doigt sur ses lèvres pour me dire me parle pas, quoi. Je vais pas parler. Donc on n'a pas parlé. On a juste eu... il est venu vers moi 2 fois et il m'a clairement fermé la porte à quoi que ce soit qui puisse exister entre nous, quoi. Mais en fait, je pense que ça m'a tellement mis dans une position étrange que j'arrivais plus du tout à aller voir d'autres personnes après, quoi. Et c'était il avait l'air disponible. Il avait l'air disponible et en fait, pas du tout. Et du coup, j'ai écrit sur ce moment qu'on a eu ensemble de refus un peu. Je me lève difficilement de la table d'échecs. Le soleil se couche, enfin je crois, car le ciel de Saint-Denis cache tout. Mon départ se fait aujourd'hui, 28 janvier,
coucher du soleil. Je n'en peux plus de voir des arbres sans feuilles, des façades où les couleurs baissent les yeux. Je passe devant le bazar en bas de la maison. Les articles sont ternes. Je ne savais pas que des boîtes d'écouteurs pouvaient périmer. J'ai prévu d'avancer tout droit, mais la route est barrée. Je suis obligée de faire une déviation. Les hommes fluos du chantier essayent de me retenir, de me garder dans cette ville, obligeant mes yeux de s'arrêter sur eux. Je décide de ne plus marcher sur les trottoirs. Je passe sur la voie du tram. Peut-être que cette fois, il va m'écraser. Je vois le sourire d'une famille qui me fixe, mais pas une vraie famille. Ils sont alignés comme les Dalton sur la façade de la pharmacie. Cette ville n'a plus de saveur sans toi. Je me perds dans la raie de cet homme agenouillé. Je m'y perds. Elle me rappelle que mon chemin va être long et sombre. Les voitures n'ont pas de place. On dirait qu'elles s'embrassent. Les piétons n'ont pas de place. Les immeubles n'ont pas de place. Cette ville ratatinée me guide vers ma perte. Mais la marche aujourd'hui est différente. Je l'apprécie, car c'est la dernière. Et je vois enfin le derrière de ce que je vois tous les jours devant. Je suis maintenant dans la rue Samson. Ça me dit rien. Je suis officiellement perdue, sans nom. Je m'arrête au stop-bar. Le monde nous dicte ce qu'on doit faire et on le fait. J'écrase ma cigarette. Je sais que c'est une mauvaise habitude. T'avais pas qu'à te casser. Je me demande encore combien de temps les gens vont continuer de vivre ici. Tes murs se craquellent, les tags sur ta face ne sont même plus lisibles. On dirait que toi, ville, tu tentes de te cacher, de t'engouffrer à l'intérieur de toi-même. La moisissure persiste sur les bordures et monte jusqu'à ne plus s'arrêter. L'eau s'est accumulée, l'eau a stagné, l'eau a coulé. Un véhicule m'attend au fond de la rue. Un vélo avec une remorque toilette. J'aurais juste besoin de ça pour partir. Un vélo et des toilettes. Ça va loin. Même si je fuis, j'aurai toujours besoin de chier. L'homme ne peut échapper à sa merde. D'ailleurs, un petit animal a laissé une chiasse à côté. 6 petites boulettes. Ah non, ce sont des pommes de pin. De toutes petites pommes de pin. J'arrive sur le canal. Le ting d'un vélo me sort de mes pensées. Un homme saoulé passe. Une autre ville attend, et je ne devais pas en faire partie. Trop pressé pour prendre le temps. L'eau ne donne pas envie. Rien ne me permet d'échapper à ce que je vis. Je n'ai trouvé que le départ, loin de tout ce qui me rappelle de toi. Même si je sautais du pont, là, je pense que je me ferais même pas mal. J'aurais peut-être juste froid, mais j'ai déjà froid. Ici, presque tout meurt sans que personne s'en occupe. Pourtant, j'ai bien essayé de m'occuper de toi. Les seules formes de vie qui restent sont tristes et ne me surprennent plus. Des oiseaux, beaucoup d'oiseaux qui se ressemblent. Peut-être que si j'étais encore un enfant, ils m'émerveilleraient. Où est passé mon émerveillement d'enfant ? En fait, j'étais dans le parc de la Légion d'honneur et il y avait vraiment personne dans le parc. Il y avait que des joggeurs et je suis allée, je cherchais des bancs en fait où il y avait des gens et il y avait une lignée de bancs avec une personne assise à chaque banc et je me dis je vais en choisir une et la première elle a pas marché du coup et comme ils étaient tous alignés, je me suis dit je vais pas faire tout le monde. Parce que si je me prends des râteaux à chaque fois, ça va être compliqué. Et je trouvais ça un peu pas cool pour la personne à qui j'avais demandé avant. Parce qu'elle va se dire, en fait, c'était pas si important que ça. Le lien, enfin, je sais pas comment dire, mais il y avait trop d'importance sur le moment que j'avais eu avec la personne pour aller voir quelqu'un comme ça juste après et lui demander exactement la même chose. Je me suis arrêtée, j'étais super contente, j'avais trouvé l'élan et j'ai bégayé quand je lui ai parlé parce que je lui ai dit
bonjour, excusez-moi, je fais un atelier d'écriture et le stress a fait que j'ai fait et j'ai repris mon souffle trop fort et je lui ai dit est-ce que je peux m'asseoir avec vous et vous poser des questions. Et ensuite elle m'a dit je peux vous interviewer. Elle m'a fait vous voulez m'interviewer et je pensais que ça allait la flatter et qu'elle dise oh là là mais je fais rien, je mange mon sandwich et en fait on vient me poser des questions et tout. Et du coup elle s'est un peu frotté le front tout ça et elle m'a dit en fait je suis pas trop en état. Et j'ai fait ok, pas de souci. Et en fait, je me suis rendu compte après que j'avais l'air un peu trop joyeuse par rapport à comment elle se sentait. Et j'ai fait un grand sourire. J'ai fait ah mais vous inquiétez pas, pas de souci. Bonne journée à vous, bon courage. Et je suis partie. J'étais toute contente. Alors que la nana, elle allait pleurer quoi. Et c'était tout. Elle a la voix d'une vraie femme, une maman, on pourrait dire. Sa voix est pleine de souffle, très aérée, parce que ça lui demande beaucoup d'énergie d'ouvrir la bouche et d'en extraire les mots. Alors, elle voulait pleurer, et sa voix elle tremblait tout le temps. Et j'en ai conclu qu'elle n'était pas prête à parler. J'ai dit qu'elle avait une voix de maman, mais elle n'était pas rassurante et douce, mais agaçante. Alors plutôt qu'une mère, elle a la voix d'une prof ou d'une directrice qu'on n'aime pas trop, qui est prête à vous engueuler ou vous dire qu'elle est déçue. Dans sa voix, il y avait comme de l'autodérision. C'était une blague entre elle et elle, du coup, mais ça rend honnête tout ce qu'elle dit. J'ai l'impression que du coup, comme on n'a pas pu vraiment rencontrer l'autre, on est toujours obligé de combler. Et comme on ne sait pas trop avec quoi combler, on comble avec nous-mêmes. Je ne sais pas si on rencontre vraiment l'autre en quelques minutes. J'ai l'impression qu'on peut le toucher du doigt brièvement, mais c'est une vision, quoi. Enfin, moi, c'était aussi une non-rencontre. Hein. En plus, j'étais avec Mariama, donc c'était particulier. Ça faisait vraiment binôme journalistique. Je ne sais pas si c'est une non-rencontre. C'est une rencontre que je n'ai pas appréciée, quoi. C'est un être humain que je pense que j'ai pas, pour qui j'ai pas eu beaucoup de respect. T'as vu ? Je suis beau. Je te regarde intensément. Et quand j'appuie de mes yeux bleus sur les tiens, quand je te regarde comme ça, tu penses que je te vois. Mais c'est toi qui m'as vu. Je souris aux inconnus. Je suis bienveillant. Hein. Regarde, c'est mon amoureux. Il a un enfant. C'est la première chose que je dis en général de lui. Je suis ouvert d'esprit. T'as vu, j'ai réussi. J'ai 2 maisons et un appartement. Je viens de nulle part. J'ai fait ça tout seul. J'ai réussi, tu vois. J'ai réussi, je suis mannequin. Logique, non ? Je suis partie à 17 ans, émancipée, on dit. J'ai quitté ma campagne. Ma mère, son connard de mari. Il aimait pas les gays. Il supportait pas de me voir et ma mère, elle, était nulle part. J'ai réussi. Je suis partie de rien. J'ai 2 maisons et un appartement. Comme quoi c'est possible. Je suis à Saint-Denis depuis 2013. Mais les communautés, c'est ça. C'est un problème. Ça détruit le maillage social. J'utilise de beaux mots, t'as vu ? C'est pas aux gens qui sont là depuis 20-30 générations de s'adapter, non. C'est à ceux qui arrivent, tu vois. J'ai 2 maisons et un appartement. Tu me vois là ? Et comme ça ? Avec toutes ces aides sociales, le chômage jusqu'à 65 ans, il n'y a qu'en France que c'est possible. Et s'il y a un pays où tu peux réussir, c'est en France, désolée. J'ai 2 maisons et un appartement. Bien sûr que j'ai des amis sans papier. Ils vont très bien. Mon mec est libanais d'ailleurs. Je suis tolérante, t'as vu ? Il refuse de parler arabe à son fils. Il se hait. Et comme je le hais aussi, on s'aime. Il répétait tout le temps, j'ai 2 maisons et un appartement. Bon, il l'a répété 2 fois, donc je l'ai mis 10 fois, mais ouais, je pense vraiment qu'il raconte une histoire vraie. Il est parti de rien. C'était un mec... c'était un pauvre type de la campagne, probablement très maltraité.
Il est mannequin, il est très beau d'ailleurs. Et il le sait. En fait, j'ai eu une première rencontre au début, tout de suite en sortant de l'école. Je me suis dit que j'avais pas envie de choisir quelqu'un de loin, tout ça. Mais la première rencontre, c'était avec un monsieur âgé là, juste à l'autre porte de l'école, qui était là en attente. Mais il était dans un moment difficile de sa vie. Il sortait de chez le médecin. J'ai tout de suite senti que je le dérangeais. C'était pas le bon moment. Et donc, je me suis dit que j'allais aller dans un endroit que j'aime bien, parce que j'habite à Saint-Denis. Donc, je suis allée au parc de la Légion d'honneur, où je vais souvent. Et là, du coup, alors que je n'étais pas très intimidée par l'exercice, mais pour cette deuxième rencontre, j'étais un peu plus précautionneuse. Et c'est marrant parce que j'avais dit en sortant, peut-être je vais tomber sur un adolescent ou une adolescente. Et là, en arrivant dans le parc, j'ai vu cette jeune fille qui était assise toute seule sur un banc. Et je me suis dit, je sais pas. Et il y a une voiturette, la voiturette des gens qui travaillent dans le parc, qui s'est arrêtée. Et donc, on a eu une interaction avec le monsieur dans la voiturette qui était un peu marrante. Et du coup, j'ai vu que la jeune fille, ça l'a sortie de sa pensée. Elle m'a regardée, ça nous a fait rire. Et là, je me suis dit, OK, c'est évident, allons-y. Et donc, je me suis assise à côté d'elle et on a vraiment... j'étais trop contente. On a vraiment pris le temps de parler ensemble et c'est un échange, je pense, dont je me rappellerai longtemps. En fait, dès que j'ai compris qu'elle était lycéenne, j'ai eu un truc genre mais attends, là, on est sur les horaires de cours. Donc, tu n'es pas en classe. Donc, pourquoi es-tu dans ce parc? Et là, je pense que c'est ça qui a lancé vraiment à un autre niveau la conversation. Parce que bien sûr, elle a senti que j'étais pas en jugement de ça et que j'étais plutôt de son côté. Oui, mais c'est sûr que je me suis reconnue en elle. J'ai eu un rapport conflictuel avec l'école et j'ai senti ça en elle et j'ai senti l'endroit où ça lui faisait du mal, ça l'opprimait. Et je trouve pas ça du tout dérisoire, le mal-être qu'on peut subir dans ces institutions scolaires. Et ça m'a vraiment rappelé à cette expérience de moi-même. Donc c'était... Oui, le lycée, c'est nul. On m'a forcé à aller en général, alors que moi, je voulais aller en pro. Je commence à 8h, je finis à 18h, je fais 1 heure de trajet, je m'ennuie. Les maths, c'est le pire, ils pensent qu'on comprend rien. Moi, j'aime les SES parce que ça parle de notre société. Le soir, je rentre, je suis fatiguée. Avant, je dessinais, je chantais, je rigolais avec mes copines. Le collège, c'était vraiment les meilleures années. Je suis nostalgique. Elles sont toutes dans des lycées différents. Le soir, je ne veux pas aller me coucher parce que je sais que demain, c'est pareil. Être assise toute la journée, tout le monde dort. J'ai perdu la motivation. Avant, j'avais 17 de moyenne. C'est pour ça, ils m'ont dit d'aller en général. Maintenant, j'ai 11 de moyenne. Ils me mettent trop la pression. Il faut savoir ce que tu vas faire de ta vie. Avant, j'avais un groupe de 5 copines. On s'est éloignés. Je ne veux pas rester dans les études. Je veux être indépendante. Ma maison, ma voiture, partir en vacances avec mes copines. Le soir, je rentre plus tard que ma mère. Je vis que avec ma mère. Le soir, je ne veux pas dormir, alors je reste sur mon téléphone. Plus tard, j'irai à Okinawa. C'est trop beau. Moi, je viens dans le parc toute seule pour respirer. Parfois avec une copine, pour respirer. J'espère que ça va passer. J'ai pas perdu la joie de vivre, mais je suis comme éteinte à l'intérieur.
Ouais. Je veux juste dire que moi, ça m'attriste et ça me révolte d'entendre une adolescente à 15 ans dire qu'elle est éteinte à l'intérieur. Voilà. Et donc, après la balade à Saint-Denis. Il essaie de fabriquer une jungle derrière les barreaux de sa prison. Et l'enseigne lumineuse du bar donne envie d'y rentrer et de se murger la gueule. Tous ces néons, c'est sale, mais c'est beau. Comme les sacs plastiques qui volent et qui s'accrochent aux arbres. Boro, boro. Et le ciel gris fait ressortir les couleurs de tes joues fardées. Les trous dans les routes sont des abris pour les chats. Le chat blanc et noir de l'épicerie d'Antioche. Le chat blanc du portail bleu. Le gros chat de la petite maison de la rue tordue. Quand je passe, je leur donne du crousti-poulet. Je sentais que ma présence se sentait et que j'étais à l'entrée du parc et que je puais la demande, quoi. Et, et ouais, enfin que ça se sentait que j'étais là pour quelque chose d'un peu intrusif et du coup je reflétais ça, ça me donnait, j'en rigolais, j'en souriais et je déambulais dans le parc en riant, en regardant les autres. Et là, je me suis dit que c'était pas du tout la bonne approche. Et du coup, j'ai fait 2-3 tours de parc et je me suis fait cramer par tout le monde. Et du coup, j'ai changé d'approche, quoi. On sentait ma présence, on sentait que c'était pas naturel et que j'étais venu là pour quelque chose et qu'il y avait un côté déjà un peu intrusif et un peu un rôdeur, quoi, comme une personne à la Stasi ou je sais pas quoi. Mais 3 jours plus tard, j'étais à une soirée avec des amis dans un bar. Et puis, en fait, tout le monde se parlait. Et puis, je parlais avec un mec. Et puis, lui était très extraverti. Très. Et il racontait toute sa vie. Et donc, on était 2 à l'écouter. Et en fait, on se parlait naturellement, en fait. Et en fait, on est quand même allé sur pas mal de terrain. Et du coup, je me suis dit que c'était plutôt ça. Moi, ce que je voulais d'une rencontre, c'était quelque chose d'un fortuit et puis et pas utilitariste. Et qu'après, on puisse en dégager quelque chose. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'excellence. Dans n'importe quel domaine. Je ne supporte pas l'idée de la demi-mesure, de la demi-teinte, du flétrissement intellectuel ou physique, les demi-choses. Ma vie, je la veux en grand, à l'image de cette ville que j'habite depuis déjà 35 ans au bord d'une de ses artères fluviales. En grand et lent, car il ne faudrait pas tout gâcher par la précipitation. L'excellence est à ce prix. Elle surgit parfois d'un bout de lèvre que le temps et le froid ont fêlé en donnant ce grain inexplicable. D'un toucher persévérant, d'une frêle lueur ancrée au fond de l'esprit et qu'on aurait fait remonter doucement comme un trésor au fond de l'océan. Un trésor, j'en ai eu un à l'époque, de l'autre côté de l'océan. Un ambassadeur américain venu sans sa cavalerie s'installer sur le vieux continent afin de polisser les langues râpeuses de ses supérieurs qui viendraient apprendre d'un peu trop haut le pays des droits de l'homme. Ginseng, lancé ardemment dans une bonne trentaine, qui semblait encore plus prometteuse que la dizaine précédente, me ravissait pleinement. L'excellence, son excellence. Le seul à n'avoir jamais mérité la profusion de sentiments purs et juvéniles que je lui adressais, et qu'il me renvoyait bien volontiers par larges sourires que je croyais bienveillants, mais qui avec le temps finissait par dévoiler une légère condescendance envers le petit Français guadeloupéen arrivé en métropole et de 20 ans son cadet, que j'étais à ses yeux. Ceux qui aiment la morale n'aiment que la morale. Ceux qui aiment l'excellence l'aiment, peu importe les circonstances. Je l'aimais déjà, mais je n'avais pas encore ses rouages. Il me manquait les codes et standards me permettant de naviguer onctueusement dans les conversations mondaines des quelques soirées auxquelles il me conviait. Il n'y avait que 4 ans que ma mère et moi avions fait nos bagages depuis l'outre-mer jusqu'à Paris, et d'autant ce marécage humain semble hostile et impénétrable de premier abord, autant la saveur de l'ascension sociale est frénétique et enivrante une fois le pied chaussé. J'y ai goûté avec Ginseng, et je me suis juré de ne plus jamais la quitter, sans savoir que cette promesse viendrait s'entériner encore plus profondément dans ma déontologie. Nous avions rapidement commencé à nous faire connaître de toute l'engeance friquée
qui voyaient en nous le renouveau de passion que beaucoup avaient conjuré. Il suffisait de voir leur regard qui suivait le nôtre de très près, le reflet de leur regard à eux dans le nôtre, leur permettant de se voir encore mieux, de puiser dans notre amour le fond de leur narcissisme somnolent. Nous étions un panier de cerises posé sur une table au beau milieu d'un musée en hiver. La béatitude affluait. Qui voulait se convaincre et se rassurer de ne pas être si sotte que cela. Chacun venait trouver en nous ce qu'il savait pouvoir trouver d'eux, par réflexivité, l'écho d'un sourire, un souvenir ravivé. Il y avait une certaine inexorabilité dans leurs inquisitions successives, qui laissait peu de place à l'imprévu d'une conversation. Et chacun repartait avec ce qu'il était venu chercher dans leur petit panier d'osier. Un moment, une anecdote, un vestige de soi, un réconfort et parfois une frustration que l'on fait revivre par simple masochisme. Toutes ces personnalités en devenir défilaient devant nous aussi vite que le font les lumières des villes, que miroitent à nous les fenêtres d'un train. Nous étions le mouvement, vissé parfois sur un pan de canapé de soirée chez des particuliers, et le monde semblait venir se blottir tout contre nous pour s'y reposer, prendre de la substance, s'épaissir d'un voile pour en sublimer sa cruauté et dissimuler sa beauté. Nous étions les passants et la vitrine. Je reprenais à merveille le côté cruel qui était capitonné dans mon large sourire, et prenant toutes les discussions et leur faisant aller de l'avant, leur donnant ce que je savais rendre de fausse naïveté pour mettre nos interlocuteurs en confiance. Jinson était ravissant, certes, mais c'est une caractéristique qui me parvint en dernier lieu. Il avait cette confiance aveugle, avare d'elle-même, une gravité attirant même les moins curieux, une noirceur bienveillante d'un homme arrivé trop tôt à ses fins. Prodige du système universitaire, il avait quitté New York à 25 ans pour aller fouler tous les postes à haute distinction diplomatique sous l'égide américaine, dans lesquels il excellait à merveille. Quant à moi, mon charme résidait dans cette jeunesse fougueuse, dont je savais qu'elle me serait éternelle, dans ce sourire large, rayonnant comme la lune sur le canal de l'Ourcq, avec de petites dents pincées d'espièglerie, aucunement parallèles les unes aux autres, semblant déjà converser entre elles-mêmes avant que je n'eusse pu dire un mot, et par lesquelles s'échappait régulièrement un rire grelottant qui faisait frémir toute la pièce d'une joie généreuse. Nous étions inséparables. Et nous avons vécu 10 ans d'excellence avant que je n'apprenne sa mort. Loin de moi et de mes 26 années, à New York, dans un accident lors d'un voyage diplomatique. C'était pour moi un cataclysme. Le monde s'est effondré ce jour-là. Les immeubles se sont engloutis dans leurs fondations. La lumière s'est ravalée pour rejoindre les entrailles du globe et mon monde, qui était le monde, s'est mis à vibrer si fort que les oiseaux se sont mis pour la première fois à chanter, le vent a soufflé, dans cet effort que tout faisait à se digérer, à se recracher, à reparaître sous une forme nouvelle et éphémère, avant de ressurgir à nouveau par saillies successives. C'est dans ce monde nouvellement composé, imbibé de son être, l'être de Jinson, que j'évolue maintenant. Et il m'a fallu pour survivre à sa perte, une chose que je lui ai arrachée à la tombe et que je brandis fièrement partout où je laisse traîner ma figure. L'excellence. L'excellence en toute chose. Et celui qui voudra désormais m'aimer devra le faire de tout son cœur. J'écris quand je pense que j'en ai vraiment besoin ou j'en sens la nécessité. Et là, dans ces exercices, enfin dans cet atelier, je pense que je me suis un peu étriquée. Et honnêtement, tout ce que j'ai écrit, je l'apprécie pas spécialement. Mais je crois que ce qui me déplaît aussi, c'est que j'ai pas réussi à dépasser ce cadre, en fait. Je sais pas, je me suis laissée limiter par une consigne et je suis pas allée explorer autre chose. Je suis partie de la balade qu'on a fait à Saint-Denis, mais je crois que j'ai pas compris la consigne comme les autres, parce que tout le monde parle d'une dernière balade, d'un départ.
Moi, j'ai pas compris ça comme ça. J'ai plus compris qu'il fallait intégrer un événement, en tout cas dans la vie de notre personnage, ou quelque chose un chamboulement, quoi. Il est 18h30. Enfin, la nuit tombe et il est temps pour moi de rentrer à la maison. J'ai le dos tué à cause du travail. Le chemin jusqu'au chantier, les doigts qui gèlent avec le froid, couler le goudron, le ciel gris, les raies du cul des collègues qui dépassent de leurs pantalons. Faut que je me mette d'autres images en tête. Je vais faire un petit détour pour rentrer. Il n'y a pas un chat dans ces rues, que des murs décrépits et les fils qui pendent pour me tenir compagnie. Aussi quelques dessins que des débiles ont fait sur les maisons. Je comprends pas ce besoin de venir dégrader notre ville. Si tu veux écrire sur les murs, t'as qu'à faire ça chez toi au lieu de venir faire chier les gens. Tiens, j'arrive au bord du canal. J'ai pas fini mon sandwich ce midi, je vais en faire profiter les canards. C'est pas des canards ça, c'est quoi ces bêtes? Des oies? Bon, j'y connais rien en canard, mais ils ont l'air d'aimer le pain. Vous aimez les sandwichs ton crudité, mes petits? Au loin, les lumières bleues et rouges des gyrophares d'une voiture de police viennent perturber le calme de l'eau et ma discussion avec la famille de canards, d'oies, enfin bref. Mais ce type entouré des flics, mais c'est mon fils? C'est Samy? C'est pas possible, qu'est-ce que t'as foutu? C'est quoi ça? Vandalisme, dégradation de biens publics. Tu vas voir quand tu vas rentrer à la maison. Vous vous rendez compte? Mon propre fils, chopé par les forces de l'ordre, une bombe de peinture à la main en train d'écrire de la merde sur les murs. Vous savez ce qu'il a écrit? Pubis. C'est quel genre de c'est quel truc de détraqué d'écrire pubis sur les murs? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai raté pour qu'il fasse ce genre de conneries? Tu me fais honte, Samy. Tu me déçois énormément. J'espère qu'il t'embarque pour la nuit. Peut-être qu'en garde à vue, tu vas pouvoir réfléchir à ce que t'as fait. Et t'inquiète pas, je t'attends de pied ferme à la maison demain. On ne puait pas la demande. Mais il y a eu un moment où on a passé par une rue sympa. Il y avait un gars, un petit tonton là, qui attendait devant une maison. Et la rue, elle était sympa. Il avait d'autres maisons sympas, tu vois. Et du coup, je lui demande s'il habitait dans une des maisons, parce qu'il était là devant une maison. Et il a dit non, non, j'habite dans cette maison-là. Et après, on a discuté un peu. Et il a eu de la matière. Du coup, on s'était dit, bah cool. C'était pas quelque chose qui partait d'une. Enfin, il avait la volonté de. Enfin, ce qui était drôle, c'est que c'était une conversation un peu genre quotidienne. Mais de ma part, il avait plus une volonté de continuer la discussion parce que, bah, vas-y, je vais gratter, il a des trucs à dire, je prends. Et c'était pour écrire après, tu vois, je ne l'avais pas dit que j'allais écrire. Il disait une dinguerie, on répétait la dinguerie en mode ah, t'as dit ça? Et pour voir qu'est-ce qu'il allait rebondir sur ça, tu vois. Mais, enfin, un peu dans tout. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il captait que la conversation, elle était trop longue pour une conversation quotidienne. Ouais, comme c'est, ok, il est cool le gars, mais pourquoi il continue à me poser des questions, faire va faire ta vie, toi, tu vois. Et lui, il avait sa vie à faire. Et genre, et du coup, il a dit ah ouais, j'ai ma femme qui m'attend. Et il a pris son sac. C'était une voix de tonton algérien, tu vois. Je laisse les auditeurs et auditrices imaginer par rapport à ce qu'ils croient comme tonton. Cinza lama, poça d'água. Como os cascos de burro endurecido pelos anos de marcha, exaustiva e sem sentido, esgotados pelo peso da tarefa, mas que em seu esgotamento encontram resistência que permite a sustentação de passo lento e repetitivo. Ignorando o caminho, se é mato, areia, terra ou asfalto, o burro, como o Messias, andarilho, é a base da sua crença, da religião que põe enfeites de árvore de Natal, ursos de pelúcia, garrafas de Heineken que serão esmagadas pelos meus cascos, em cacos, de cinza pedra e cinza lágrimas. Cinza postes de cinza luz, duas gaivotas pousadas, vigiando cinza carros, que guardam em seus estômagos de aço, homens secos. Uma paz apocalíptica para no ar. O sol já não tão distante em sua grade cinza,
assovia o meu nome. Um suplício de salvação, abandonado por quem antes o venerava. Ao te ver, existimos. Fecho os olhos e ainda sinto sua presença. Posso então trilhar o meu caminho. J'ai parti de la couleur grise que je voyais partout. Dans la ville, cinza, ça veut dire gris. Et ça revient beaucoup. Et ça m'a remis dans un truc qu'au Brésil, on dit que quand t'as peur, t'as la couleur d'un âne qui veut s'enfuir. Et en fait, toute cette pointure-là, tout ce truc-là, il a infusé ensemble et je me suis dit putain, mais l'âne, quand même, le gars, il marche toute la journée, peu importe. Genre, l'âne, c'est le Messias, je sais pas comment dire ça, le Messie. Et j'ai pensé à cette blague de merde. Mais que la religion, et après j'ai parti dans la religion aussi, mais que l'âne, c'est la base de la religion, mais dans ta religion, l'âne, il pond des œufs, mais c'est pas des œufs, c'est des boules de Noël qu'on accroche à des arbres et tout. Ouais. Et des ours de peluche et des bouteilles d'Heineken qu'on va écraser et tout. Ouais. Alors, je suis allée vers un jeune homme qui m'avait l'air perdu. Il était assis sur un bord de fenêtre, d'origine maghrébine, et je dirais une trentaine d'années. Et il avait vraiment l'air perdu et angoissé. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller vers lui. Quelque chose dans la voix d'Amine hésite, se brise, rebondit dans l'air froid de l'hiver, sur la carlingue des voitures, glisse sur le bitume chargé de pluie. Quelque chose s'arrache à sa langue, comme si celle-ci était enflée par une tentative de dire l'incompréhensible, emplissait toute sa bouche et l'étouffait. La voix, les mots, pas de mots pour dire ce mot-là, toujours le même, OQTF. Mais OQTF, ce n'est pas un mot, on ne sait pas ce que c'est. C'est sur cette chose mot indicible que sa voix bute et se brise. Cette chose mot, vide de sens pour lui, qu'il répète à l'infini, comme pour la faire entrer dans sa pensée qui se verrouille, là sur ce trottoir, et qui semble cristalliser son désespoir. Sa voix erre dans sa tête comme une vagabonde enfermée dans une cour après avoir connu les grands espaces. Mon cher père, il m'a fallu du courage pour saisir le stylo et t'écrire cette lettre. Rien ne m'y obligeait. Nous ne nous sommes pas donné de nouvelles depuis si longtemps. Voici plus près de 15 années que la prison t'a enlevé à nous et que ton orgueil, ta blessure, nous ont interdit de nous adresser à toi depuis. Mais au travers de ce qui vient de m'arriver, je touche ta honte. J'ai honte, tellement honte. Et cette honte me rapproche de toi et m'autorise à transgresser cet interdit. Je ne sais comment t'écrire ce qu'il m'arrive, mais je fais confiance aux mots qui vont s'enchaîner les uns aux autres, comme nous sommes, toi et moi, enchaînés à la même histoire, pour pouvoir libérer une parole bien difficile. Je ne suis pas sûre que j'aurais pu me présenter devant toi avec ce que j'ai à te dire, mais cette lettre m'autorise à t'écrire ce que je n'aurais jamais pu te dire. Je vais devoir revenir au pays. Lorsque j'ai quitté l'Algérie, il y a 13 années, je me suis arrangée pour que cette information parvienne jusqu'à ta cellule. Le téléphone arabe, disent les Français. Et ce qui m'est revenu par ce même biais m'a appris ta fierté. Ton fils avait réussi à rejoindre la France, l'Europe, avait touché, avait rejoint et réalisé ton rêve. Ton fils allait s'approprier toutes les libertés qui, depuis quelques années déjà, n'étaient plus les tiennes et qui, pour certaines d'entre elles, ne l'avaient jamais été. Ma fierté était devenue ta fierté, et ta fierté faisait grossir la mienne.
Mais il semblerait que le destin se répète d'une certaine façon, traverse les histoires de père en fils. J'ai tellement honte, je vais devoir rentrer au pays. Pourtant, je l'aime, ma vie ici, ma liberté ici. Comment vais-je faire sans elle? Et ma femme, que tu ne connais pas, que va devenir ma femme? Et tes petits-enfants, que vont-ils faire de tes 2 petits-enfants? Oui, père, j'ai créé une famille, et la tienne s'est agrandie d'une génération. Une fille et un garçon. Yasmina a tout d'une Espagnole. Elle a le sang de sa mère, rencontré lors de ma traversée de l'Espagne. Diego a tout de toi, tout ce que j'imagine de ce qui t'habitait lorsque tu étais enfant. Révolté, volontaire, généreux et plein d'orgueil. J'espérais pouvoir te les faire rencontrer un jour. Depuis le jour de ton arrestation, je compte les jours qui nous séparent encore de ta libération avec, à la clé, les retrouvailles et les rencontres, nos retrouvailles et ta rencontre de ma femme et de mes 2 enfants. Tout ce qui m'a tenu debout s'écroule. La honte et le désespoir se sont insinués en moi comme un poison lent. Je suis perdue. Je n'y comprends rien. OQTF, avocat commis d'office, carte de séjour périmée. Je suis noyée dans cette administration et son jargon. Moi qui ai échappé à 2 reprises à la noyade dans la traversée entre l'Algérie et l'Espagne, moi qui n'ai pas été engloutie dans le bleu profond de ce voyage, me voici submergée et noyée par des vagues de papier, de mots incompréhensibles ni dans ma langue, ni dans l'autre. Je me sentais presque français depuis plus d'1 décennie ici, et je redeviens tout à coup l'étranger. Je redeviens cet autre avec un grand A que j'avais réussi à ne plus être. J'ai tellement honte. Je suis mort. Mort à tes yeux, mort aux miens. Je ne suis plus rien qu'un corps sans plus aucune identité. Un corps négligeable dont on peut se débarrasser par une simple signature au bas d'un OQTF. Pour la première fois, nous voici un point commun, mon père. Hors la loi, tous les 2, rejetés par elle, par les hommes qui l'ont faite et l'appliquent parfois avec toute la brutalité dont ils sont capables, sans autre regard que celui posé sur un simple texte, une chaîne de mots sans âme, sans humanité. J'ai parlé avec Mustapha, que j'ai rencontré au bord du canal, à Saint-Denis. Je venais déjà de parler avec quelques personnes, et ça avait été vif, chouette, assez vif. Et j'ai vu ce vieux monsieur remonter les marches du canal, qui avait l'air très gentil et très timide. Et je voyais qu'il recherchait mon regard, comme s'il sentait qu'il y avait des choses à dire. Et en même temps, il y avait beaucoup de timidité. Je crois que j'ai expliqué ce que je faisais, que je cherchais à parler avec des gens pour faire un atelier d'écriture. Et j'ai donné mon prénom et je lui ai demandé le sien. Et il m'a donné son prénom, Mustapha. Son français, il ne trouvait pas son français excellent, donc il cherchait beaucoup ses mots. Et il y avait beaucoup de gestes et de silences. Du coup, pour décrire sa voix, je me suis retrouvée un petit peu embêtée. Il a quelque chose dans la voix? Non, il a quelque chose dans les yeux, quelque chose dans le sourire, dans le visage, quelque chose de tendre. Il complète les trous dans les phrases de tous ses yeux et son corps. J'ai plutôt choisi de parler des impressions qu'il m'a faites. Un dialogue entre ce qu'il disait et ce qui m'arrivait pendant qu'il parlait. J'ai rencontré mon jumeau. Il est marocain, il a 60 ans. Il ne veut pas d'enfant et le verre lui fait grandir le cœur. Il fait beau sous la pluie. Un chapelet de ville là-bas, noyé dans le vert entre la mer, les mers et le jaune.
Martil, Asla, Wedlaou, Targa, Stéat. Puis sa main sur mon poignet m'a renvoyé à Concarneau revoir des moustaches blanches et des yeux gris tendres. Il channel combien de mes vies en plus de la sienne, Mustapha? Quand il pose ses yeux puis sa main, il devient médium, agent de voyage, un dieu qui fait le propre sous la pluie. Alors, c'est une rencontre, ce n'est pas une rencontre parce que je connaissais déjà cette personne qui était le serveur de mon quartier. Mais cette personne m'a toujours intriguée. Et au détour de plusieurs conversations, je voyais déjà un personnage en lui. J'avais l'impression de rencontrer une vieille âme, quelqu'un qui avait vécu, et pourtant il avait 25 ans. Et donc, je lui ai proposé une interview pour creuser un petit peu, mais creuser, voilà, moi, les questions qui me taraudaient, de me dire mais comment il peut avoir une aussi vieille âme à 25 ans, et il avait un peu cette double facette de j'ai vécu et en même temps je suis perdue. Alors c'est un petit peu drôle parce que justement c'était la première fois que j'allais dans ce café et j'ai voulu aller aux toilettes. Et quand j'ai ouvert la porte, enfin justement j'ai réussi à ouvrir la porte, il y avait un monsieur sur les toilettes, donc j'étais là. Ah. Et donc je suis retournée vers ce serveur que je ne connaissais pas en me disant mec, tu peux dire à tes clients de fermer la porte. Il m'a dit oh là là, je suis désolée, c'est un monsieur qui ne ferme jamais la porte, donc c'était apparemment connu. Il me dit attends, je vais lui dire. Et donc là, il a été hyper bienveillant, il a attendu avec moi, il m'a dit reviens faire la queue. Ensuite, il a nettoyé après le passage du monsieur. Enfin, il a été directement hyper attentionné alors qu'on ne se connaissait pas de mon passage aux toilettes. Voilà. J'ai tout de suite vu une extrême gentillesse. Maxence, donc, il a une voix grave, un peu bourrue, mais aussi très posée, très calme. Il articule peu, il sourit peu quand il parle. Ses traits de visage sont en bas, mais on ressent de la douceur dans son être à travers sa voix. Il ne mâche pas ses mots, il parle assez spontanément, parfois même en passant du coq à l'âne. Dimanche 1er février, 10h12, le café du 93, Saint-Denis. Je m'appelle Maxence, j'ai 25 ans. Je suis le serveur du coin de la rue. J'adore SCH, j'aime pas BNPLG. Le matin, il me faut mon café crème. Je connais tout le monde ici. J'ai commencé trop tôt le boulot dans le restaurant de mon père. Ça fait presque 10 ans que je me crame. Je dois être à mon 45 millième café de servi. Rien que ça. Est-ce que je rêve, moi? Non, je vis. J'ai pas le temps de rêver. J'ai besoin d'être dans la réalité. Je dois taffer, je dois trimer. J'adorais la moto. Je déteste le vélo. Je connais tout le monde ici. Je voulais faire du son. J'ai pas osé. La santé, c'est important pour moi. J'en ai jamais refait. À 17 ans, j'ai eu un accident de bécane. Mais grâce à Dieu, je suis encore là. Une bêtise de jeunesse, comme on dit. J'ai pris un virage, glissade sur la chaussée. L'été, pas de casque, pas de protection. Sinon, ce serait pas drôle. Alors ouais, être en bonne santé, c'est important pour moi. En vrai. Je supporte l'OM. Je déteste le PSG. En vrai, ça m'a donné de la motive, tout ça. Je fais attention maintenant. L'amitié, c'est trop précieux pour moi. J'adore la loyauté. Je déteste les crasses. Je crois que je suis jamais tombée amoureux. Je préfère les brunes. J'aime pas trop les blondes. Je sais pas trop. Pour moi, être amoureux, c'est quelque chose de fort. J'ai pas le temps de me morfondre. Je dois rester vaillant. Pour moi, pour mon père, pour ma mère, pour mon frère. J'en ai marre de la restauration. Je bédave pas. Heureusement que je suis pas tombée dans le shit, ni dans autre chose d'ailleurs. À la fin, c'est toujours la même chose. J'avais arrêté. J'aime trop la musique. Je déteste le silence. Je voulais aller sur le tarmac faire comme les mecs qui guident les avions quand ils atterrissent. Au final, je sais pas. Je sais pas ce que je veux. Je crois que je suis perdue. Il paraît que c'est pas une mauvaise chose. J'ai la santé et j'ai l'embarras du choix. Faut juste que je me tire de ce resto avant qu'il m'attrape pour 10 ans de plus.
Moi, je m'appelle Marin du coup Taillefer. La lettre, elle s'est passée le dimanche 1er février 2026. C'était je ne sais plus où, mais entre Paris, Saint-Denis et d'autres villes. C'est la lettre de Marceau Durand. Marceau Durand, faut savoir que c'est la personne que je signe quand j'écris quelque chose inspiré de faits réels, du coup. Pour ceux qui comprennent pas, qui savaient pas la radio. Du coup, c'est mon pseudonyme. Mais du coup, ça reprend toute la... du coup, comme je vous ai dit, une partie imaginaire et une partie réelle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai interviewé. Donc, je vous lis la lettre. J'ai interviewé deux femmes, une jeune, une plus âgée, plus d'expérience, plus de vie. Une s'appelait Aja, une deuxième s'appelait Warzat. Dans Saint-Denis. Ouais, D'accord. exactement. Ça durait pas longtemps nos échanges. Il y en a une, ça a duré longtemps, ça a duré genre 6 minutes. C'était pas mal, j'étais content. Ou 11 même. 11, pardon. Moi, il faut savoir que hors écriture, je suis quelqu'un de très direct et je sais ce que je veux. Et quand je le sens, je vais vers les gens. Très vite. Peu importe qui c'est. 99,9% du temps, ça se passe bien. 1,1% du temps, je pars un quiproquo ou une petite embrouille. Mais ça fait partie de la vie. Dimanche 1er février 2026. À Saint-Denis. Chère Lola, depuis que nous nous sommes quittés un soir d'été en 2017, ma vie a beaucoup changé. J'ai été promu chef dans mon entreprise. J'ai eu 2 enfants, avec une autre conquête. J'ai testé le cinéma, le sport et le théâtre. Cela m'a plu, mais je ne pense pas que j'ai la légitimité pour être acteur, sportif ou comédien. Figure-toi que je me suis mis à lire énormément de poésie, d'essais et de philosophie. On dit que ça nourrit l'esprit. C'est drôle ça. Je suis parti de France pour aller au Japon. Tu sais, là-bas, la culture est très différente de celle de chez nous. Les gens sont accueillants, polis, tendres et ont le cœur à l'ouvrage. Depuis que je suis installé dans le pays du soleil levant, je ne mange que des ramen. Pour ceux qui ne savent pas, nouilles en japonais, des onigiri. Aussi un autre plat typique. C'est plutôt bon. Et la viande, c'est vraiment le top niveau nourriture. Tokyo est une capitale gigantesque. Dis-toi qu'on passe de Shibuya à des petits quartiers tranquilles en quelques kilomètres. C'est faux ce contraste. C'est poétique tout ça. Puis, il y a une culture évidente des mangas, des animés, des chefs-d'œuvre de Miyazaki, en passant par Takeshi Kitano ou par Otomo, celui qui a fait Akira, CF. On a de belles années de cinéma devant nous. Il y a aussi beaucoup d'objets à collectionner. Je suis addict à l'achat de cartes Pokémon. Je mets la moitié de mon salaire dedans. Oups. Bon, j'espère qu'on se reverra autour d'un bon saké et d'un bon rosé. On change pas les bonnes habitudes. Enfin, je me dis que ce serait génial si tu venais nous voir au Japon. On pourrait retourner en concert comme quand on était jeune et insouciant. Sache que je pense à toi souvent. Même des fois, je pense tellement à ton visage que je te vois en face de moi. Mais tu n'es pas là. J'aimerais qu'on s'aime de nouveau un jour. Mais je ne sais pas si cela sera possible. Peut-être à bientôt, Lola. Je t'aime, en tout cas. Merci pour ce qu'on a vécu ensemble. Ton amour de toujours, Marceau Durand. Je vais parler d'Aziz, que j'ai rencontré dans un petit bar hôtel qui ne payait pas de mine. J'avais dans l'idée que ça serait plus facile d'aller dans un troquet pour parler, pour prendre le temps. Donc je suis rentrée là par hasard et
Et le patron du bar m'a dit « Tiens, Aziz, c'est la personne parfaite pour parler avec lui. Il a plein de choses à raconter. » Et Aziz était là à côté, et il avait quelque chose de très, très doux, et très lumineux et très humble qui se dégageait de son visage. Et j'ai compris tout de suite qu'il allait me parler sincèrement de sa vie et qu'on allait pouvoir prendre un long moment. J'ai ressenti que je devais rencontrer cette personne à ce moment-là. Et je me suis sentie chanceuse de l'avoir rencontré, d'avoir pu recueillir ce témoignage. Et le cadre de l'exercice de l'écriture, effectivement, je me suis dit, voilà, je dois aller parler à quelqu'un. Et ça nous met peut-être dans une disponibilité d'écoute qui attire effectivement quelqu'un qui aurait besoin ou envie de parler, en tout cas d'être là avec cette disponibilité. Mais ça me fait penser aux pierres, ce que tu dis, aux pierres précieuses ou semi-précieuses. Quand on doit en choisir une, on se dit qu'on va choisir la pierre et en fait, c'est elle qui nous choisit. Il y a quelque chose dans sa voix de lointain et à la fois familier. Un léger accent du Maghreb avec la teinte d'une vie prolétaire de Paris. Un timbre de banlieue d'Île-de-France, avec une odeur de vieux bistrot qu'on ne voit plus que dans les films. Clair et trouble comme le comptoir en zin. Quelque chose de doux et à la fois puissant, vieilli par de fausses dents. Donc quand il m'a raconté sa vie, Aziz, il y a eu un événement marquant, qui est un gros accident qu'il a eu à l'époque. Et il m'a raconté cet accident. Et donc j'ai choisi d'imaginer qu'il écrirait une lettre à la personne autrice de l'accident, on va dire, concernée, responsable de l'accident. Cher conducteur de bus, nous nous sommes croisés il y a 25 ans. Je me suis souvent demandé ce qu'aurait été ma vie si je n'étais pas montée dans ton bus ce soir-là. J'ai arrêté l'alcool depuis 1 an. Écrire cette lettre fait partie du processus de guérison. Je t'ai souvent mis sur le dos mon alcoolisme notoire depuis cet accident. Finalement, je me demande si ce n'est pas mon boulot qui avait commencé à me mettre sur cette voie sans issue. Dans la restauration, ça boit beaucoup. Dans ton bus, j'avais 2 grammes dans le sang, c'est vrai, mais je ne t'avais pas mal parlé. Pourquoi tu n'as pas voulu t'arrêter ? Mon boulot, il m'a mis dans l'alcool. Le tien, il t'a rendu fou ? Je n'ai jamais pu retravailler. Et toi, tu n'as même pas été licencié. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là dans ta tête ? J'étais le mec bourré de trop ? La ville, la vie, les tracas du quotidien, les grands problèmes, le boulot, la souffrance, ça rend con. Tu n'as pas dit un mot pendant le procès. Tu n'as pas cherché à te défendre. Je m'en rappelle bien. Je t'écris cette lettre aujourd'hui, après toutes ces années, pour te dire que je te pardonne, comme je me suis pardonné toutes mes erreurs, même les plus graves. Je veux partir en paix avec moi-même. Alors je te pardonne et j'espère que tu t'es pardonné aussi, ou que tu le feras. C'est ça la finalité, tout au long de sa vie. Vivre en paix avec soi-même, on le comprend que trop tard. C'est plus facile de se morfondre sur son sort. Je l'ai fait des années. C'est fini maintenant. Je n'ai plus le temps et des choses plus importantes à m'occuper. Être en paix avec soi-même pour être en paix avec les autres. Je te souhaite le meilleur, toi, de qui j'ai oublié le nom, mais jamais le visage. J'espère honnêtement que notre rencontre t'aura causé moins de tort qu'à moi. Même si la justice m'a donné raison à l'époque, je ne peux plus t'accuser de tout ce qui a raté dans ma vie. Tu n'es pas responsable de tous mes regrets et de toutes ces années noyées dans l'alcool. Je le sais maintenant. Pardonnons-nous, Aziz. Alors, en fait, moi, c'était au Canal Saint-Martin que j'ai rencontré Albine, qui était assise sur un banc, toute seule, avec ses fleurs, et elle souriait en regardant son téléphone. Et du coup, au début, j'ai hésité à aller la voir, parce qu'elle avait l'air vraiment dans son moment. Et puis, elle avait l'air quand même très douce et paisible. Du coup, je suis allée la voir. Et je lui ai parlé, et je l'ai rencontrée, et c'était trop bien. Peut-être que je l'ai dérangée, mais elle avait l'air tellement contente de parler que, en fait, elle a quelque chose dans la voix, une douceur qui révèle de la mélancolie.
Une affirmation qui donne envie d'écouter et de ne pas décevoir. Sa voix, naturellement maternelle, offre le plaisir de poser des questions, de demander conseil. Ça enveloppe, ça rapproche, ça donne le sourire, ça fait chaud dans le cœur. La voix d'Albine, c'est un pain au chocolat qui sort du four. Marseille, 11h37, assise au café, Albine déguste doucement son allongé qu'elle recommandera 3 fois. Elle porte une robe en lin grise, toute simple. Elle lève la tête vers le soleil en souriant, inspire un grand coup, puis reprend une gorgée de son café. Elle sort de son cabas ses fleurs et vérifie qu'elles ne sont pas abîmées. Des tulipes oranges. C'est son moment préféré de la semaine, le samedi matin. Elle se réveille, choisit sa robe la plus confortable, se parfume légèrement, regarde son mari encore endormi et claque la porte le plus fort possible dans l'espoir de le réveiller enfin. Elle s'en va au marché, achète une baguette à Isa, un poulet à Brice et enfin s'attaque aux délicieuses fleurs de Saïd. Elle prend un délicat plaisir à choisir les plus belles d'entre elles. Puis nous y voilà, le moment du café et des mots croisés. Pour Albine, c'est une pause dans le temps. Sa vie lui revient. Elle arrête de lui filer entre les doigts sans pouvoir la rattraper. Pendant quelques heures, c'est l'euphorie de la paix, le goût de la liberté. Les rêves oubliés fusent dans sa tête, les souvenirs se ravivent, les idées, les pensées sont omniprésentes, se développent à toute vitesse. Elle sourit, elle rit, le soleil brille sur sa peau, le café glisse dans la gorge. Les planètes sont alignées pour Albine. C'est décidé, elle va écrire. Se laisser entraîner par la mélodie des mots qui courent dans son imagination. Elle va prendre son courage à deux mains, se confronter à l'inconnu, faire face à ce terrifiant rêve, quitte à y laisser sa vie tout ordonnée, jolie, dans les cases. Merde, 13h. Elle doit rentrer préparer le déjeuner. Les garçons doivent avoir faim. Ce sera pour samedi prochain, cette fois promis. En fait, comme déjà, quand on parlait, il y avait le soleil sur nous et tout, qu'elle était toute douce et posée. Déjà, ça m'a mis cette image-là d'elle, voilà. Et aussi, quand je lui ai posé les questions sur sa vie, sur ses histoires amoureuses, elle me disait qu'elle avait envie de parler, de leur reparler, de reprendre contact avec eux, mais qu'il fallait qu'elle réfléchisse à quoi dire, comment faire, ne pas se tromper. Et donc, elle avait vraiment le désir de prendre le temps de dire bien les choses. Ça pouvait carrément être un rêve pour elle de reprendre l'écriture. Et puis surtout, elle m'avait dit qu'une de ses histoires, son amoureux de l'époque, il était poète et elle adorait ça. Et je me suis dit elle était forcément artiste quelque part. Elle avait 52 ans, Albine, et qu'elle se rappelait parfaitement de son amoureux quand elle avait 20 ans. Et moi, j'avais 20 ans quand elle a posé la question, enfin, quand elle m'a répondu. Et du coup, ça m'a retournée, parce que je me suis dit, waouh, 30 ans plus tard, on y pense encore comme ça. Et elle me disait presque tous les jours, elle y pensait. Donc, c'est puissant quand même. J'étais très stressée et je pense que j'ai laissé passer une vingtaine de personnes. Au début, je voulais interroger des hommes, j'étais plus attirée par les hommes un peu plus âgés. Et à un moment, j'ai vu une espèce de galerie d'art et du coup, je suis rentrée en plein Saint-Denis et j'ai vu une femme en noir, habillée tout en noir, qui était à côté d'un groupe de 2 personnes. Et je me suis dit, comme elle est seule, je vais m'adresser à elle. Et donc voilà, je suis allée la voir. Non pas parce qu'elle m'attirait ou que j'avais envie de lui parler, mais parce que je me suis dit, bon là, il y a un moment, c'est la situation, il faut que tu y ailles, quoi. Et donc du coup, j'y suis allée et je crois que j'ai commencé à la questionner sur qu'est-ce que c'est que ce lieu, en fait. Et donc elle m'a expliqué que c'était des étudiants de Paris 8 qui faisaient des expos, du coup, qui étaient étudiants en art. Et du coup, j'ai introduit, je lui ai dit, ah mais moi je suis une ancienne élève de Paris 8 aussi, parce que j'étais élève à Paris 8 en cinéma. Voilà comment j'ai introduit le truc. Elle avait quelque chose dans la voix d'ennuyeux, de plat, d'hésitant, comme une absence de quelque chose, une ligne aiguë sans relief, un plat sans saveur, des poireaux sans vinaigrette, du fondant sans chocolat, du vin sans fromage, une carbonara sans œufs, un arbre sans ses feuilles, une plage sans le sable, la marée sans ses vagues, la mer sans la mémoire. Le gris me vient à l'esprit, neutralité. Disons que la lettre, c'est peut-être
là où j'ai ressenti le plus de choses quand je l'ai écrite. Mais le monologue, je l'aime bien, je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Moi, ce que j'aime, c'est le marchand de fruits et légumes qu'il y a en face du bâtiment gris, teinté de bleu à Saint-Denis. Dans son bac, il y a des kiwis. Et les kiwis, ça a des poils. Moi, ce que j'aime, c'est te regarder tous les jours traverser la même rue, avec ta marche lente et délicate, comme un chat. Et ton pantalon noir à poils. Et la traversée du canal froid, englouti par les toiles d'arbres sans feuillage. Des arbres immenses, rêches, sans feuilles. Mais les branches selon le point de vue où je me place, c'est-à-dire légèrement sur la droite et exactement sur la bordure du quai, là où les joggeurs passent, sur cette ligne en pointillé, les branches forment des milliers de poils. 1 pas, 2 pas, 3 pas. C'est le rythme effréné avec lequel je marche. Je regarde mes pieds, rien à dire. Une plume vole au-dessus de moi et j'entends au loin les battements du cœur d'un pigeon, sûrement écrasé par la voiture que j'ai vue passer quelques minutes plus tôt. Mon amour, pourquoi m'as-tu abandonné ? Elle est la couche où jamais je ne m'étendrai, et la vie n'a plus de sens à la lumière de ma perte, bâtie pour la solitude, pour oublier l'absente. Et je viens te voir dans ta chambre, ta petite voix douce, tu chantes. Il est laid, il me plaît, il me fait de l'effet, mais je l'aime. C'est un petit gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. Mon pas se confond avec ta voix et je ne sais plus. La flaque d'eau que je vois à côté de moi est teintée de jaune et de rouge, sûrement le reflet de la boulangerie de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Et cette flaque me rappelle tes escarres que je venais nettoyer tous les jours. Tu avais mal, mais tu chantais. Et j'ai exactement la même cicatrice au bas du dos sur la droite. Elle ressemble à un chou-fleur. Elle me brûle. Aujourd'hui, 4h48, tu me manques. Aujourd'hui, 4h48, et je n'ai plus de poils. Le docteur Trabli devrait bientôt arriver. La seule chose de vrai, c'est les chats, le fait qu'elle avait des chats. Et en fait, je me suis raccrochée à ce... Parce que dans ses peintures, elle mettait des poils, des choses comme ça, et elle me disait qu'elle vivait avec 3 chats et un chien. Et comme je trouvais que son personnage à elle, ce qu'elle me disait n'était pas intéressant, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette interview, puisque la personne ne me plaît pas en plus. Et en fait, c'est cette histoire de poils qui a fait que j'ai réussi à... Après, j'ai mélangé des choses très intimes, notamment de ma grand-mère, de mon grand-père, de ma vie à moi personnelle aussi, et aussi de Sarah Kane, parce que j'ai un lien vraiment direct avec elle. Enfin, pour moi, c'est... Pépé, aujourd'hui, j'ai mal. J'ai mal parce que je me regarde dans la glace et je ne vois rien. Plutôt si je vois quelqu'un qui n'est pas moi. Tu sais, je vis avec 3 chats et un chien et je les aime autant que toi. Toi qui m'ouvrais la porte de ton bureau. Tu aimais bien me regarder, toi, justement. Et moi, j'aimais ça car j'avais l'impression d'être belle. Mais tu sais, dans ton bureau, j'ai trouvé des crânes de chevreuil. Pépé, pendant 30 ans, tu m'as moulu. Aujourd'hui, j'ai plus de poils. Du coup, j'utilise ceux de mes chats que je colle un à un pour me faire ma propre pelure. Pelure de chat. C'est drôle, non ? Non, c'est pas drôle. Car si je n'ai plus de poils, c'est à cause de toi. Tu sais, dans ton bureau, devant le crâne de chevreuil, c'était pas de l'amour. Non, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas des caresses volées. L'amour, c'est pas en dessous de mon pelage, qui d'ailleurs n'était pas un pelage puisque j'avais 7 ans. Pépé, c'est terminé. Putain, c'est tout. Mais ne t'inquiète pas, Pépé. Aujourd'hui, je ne vais plus là où je ne dois plus aller. Je suis une artiste, moi, une collectionneuse. Les poils, je les mange en sauce, en mayonnaise, en raclette et même en bouillie. Mes chats, je les déteste autant que toi. C'est terminé. Putain. Ça y est, repose en paix.
Merci. Alors à la base, moi je voulais aller à Leroy Merlin. Et il y a une dame qui cherchait le chemin pour aller à la clinique, pour aller voir son mari. Et le chemin était très très loin. Et du coup, je lui ai dit, venez, on fait un pacte, je vous emmène à la clinique et si ça vous va, vous répondez à mes questions. Donc on a parlé avec cette femme qui s'appelle Colette. Comme l'autrice, mais elle ne connaît pas l'autrice. Et elle m'a parlé du coup de sa belle-mère, qui est assez formidable. Je n'ai pas le nom, je n'ai pas grand-chose d'elle, à part des infos improbables, comme par exemple qu'elle avait vraiment peur d'être vivante, d'être enterrée vivante, merci beaucoup, et qu'elle avait demandé à sa petite fille de lui piquer le talon avec une aiguille pour savoir si elle était encore vivante, et que sa petite fille l'a vraiment fait. Et je me suis dit, mais cette femme est incroyable, j'ai envie d'écrire sur elle. Voilà. Donc, moi, je me suis dit qu'elle s'appelait Madeleine. Elle a quelque chose dans la voix qui supplie de vivre. Une voix tremblante, généreuse, enfantine, qui rêve de sortir. Elle a quelque chose dans la voix qui fait pleurer de tendresse. Je suis partie sur quelques infos que j'avais. Donc, j'avais le fait qu'elle avait peur d'être enterrée vivante et le fait qu'elle était très coquette. Et qu'elle rendait les femmes de la ville très jalouses parce que c'était la seule que le maire invitait à danser. Voilà. Elle est décédée, Madeleine. C'est tel est son prénom. Mais voilà. Donc du coup, je suis partie de ces quelques informations et évidemment, quand on écrit, on incorpore un peu de sa vie et de ses inspirations. Moi, ce que j'aime, c'est la chanson « Mourir sur scène » de Dalida. Ça, et les foulards. Aujourd'hui, c'est mercredi, du coup, je mets le foulard bleu. Mon préféré, c'est celui de jeudi, le rose. Il est un peu pailleté, un peu poudré, comme mes hortensias. 10h32, c'est l'heure de les arroser d'ailleurs. Ma fille dit que mes foulards, c'est devenu une addiction de mamie. Moi, je pense que c'est ma petite fille intérieure qui parle. J'ai créé un nid pour ma famille. Les enfants partent du nid. Le nid se remplit de foulards. Mon cœur est un salon berbère. Il explose de vie. J'en veux aux autres de ne pas avoir remarqué que j'étais sans vie dans un corps vivant. J'en veux à Marc, j'en veux à mes enfants, j'en veux surtout à moi-même. Je m'en veux. J'ai honte. Je ne comprends pas pourquoi ni comment j'ai réussi à me mentir comme ça et à le croire, à nier mon mal-être. J'aurais pu être une espionne ou avoir un Oscar de la meilleure actrice, à la différence qu'elles savent qu'elles mentent. Moi, non. C'est peut-être pour ça que j'aime lire, sortir de ma vie. D'habitude, à cette heure-là, je vais boire un café, manger une part de pain d'épices au café-librairie du Passage du Canal avec Janine. Mais la semaine dernière, le 4 janvier, je m'en souviens parce que je m'étais dit que j'allais peut-être pouvoir manger de la galette des rois avec mon café aujourd'hui. La librairie a fermé. Je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui du coup. Peut-être que j'irai au magasin pour enfin m'acheter ces chaussons à talons avec des pompons roses que je rêve de m'offrir depuis des mois, sous les encouragements de ma petite fille. Peut-être que j'irai à la boîte aux lettres, peut-être que j'irai à la boîte aux livres de la rue des Ursulines, choisir un livre que je ne connais pas. Peut-être que je vais me cuisiner un pain d'épices. Et peut-être que demain, je mettrai un foulard jaune finalement. Prose à la troisième personne, Maxence de Marion. Vivant, il est. À quoi ça sert de courir quand on ne sait pas que la vie peut vous claquer entre les doigts? Coup, frapper le silence, marcher à reculons, regarder la mort, se la prendre, rire. À quoi ça sert de courir quand on sait que la vie peut vous niquer un bout du foie? Coup, taper le son, grandir en avance, chercher la sortie, se perdre, rire. À quoi ça sert de courir quand il arrive que la vie peut
vous fumez 10 ans de vie. Coup. Trouver l'élégance, vivre lourdement, condamné à vivre, courir après la vie, rire après la mort. Camille. J'adore bouffer des pistaches avec mon café le matin. Je crois que j'aime les pistaches parce qu'elles sont vertes. Je remarque tout ce qui est vert. Il y a un coin le long du canal. Là, regarde. Où les poubelles et les bancs ont été peints du même vert amande. Le vert, ça fait grandir le cœur, ça le réchauffe. Depuis quelques années, je ne retourne plus à Marrakech. Dans le jaune de l'Atlas et du Sahara, je me suis trouvé un appartement à Martil, sur la côte nord, où les Marocains ont tout repeint en vert. À mon arrivée en France, j'étais aussi dans la campagne. Je travaillais pour une femme. Mais j'ai dû me rapprocher de la ville. Alors en attendant mes vacances, avec vue sur la plage et les cafés en bas, je vole le vert où je le peux, dans les jardins de mes clients, ou là en remontant le canal pour rejoindre la gare. J'ai gardé mes neveux et nièces ce matin. Le petit dernier m'a à peine adressé la parole, concentré sur ses abdos, comme ce type avec sa corde à sauter. La solitude de la marche le long du canal est plus agréable que cette compagnie d'enfants durs. Je ne me rappelle pas du tout du silence, enfant. Je suis attentif aux gens seuls. Cherchent-ils une conversation ? Lorsque leur bouche s'ouvre, je pénètre dans leurs yeux et je vois d'autres lieux. Dans ma famille, on a un don, mais je suis partie trop jeune pour me le faire expliquer. Parfois, ces éclipses se produisent et je suis avalée par mon interlocuteur. Cet homme avec cette chapka qui examine les autocollants sur un panneau, où m'emmènera-t-il ? Cet autre, seul sur son banc, caché comme un moine sous sa capuche, voit-il la mer ? Et ces 4 pigeons qui se roulent dans quelques touffes d'herbe, voient-ils la campagne où ils ont grandi ? Je marche vers Fatia. Il est 12h34, le 3 février. Les arbres ne sont pas encore verts et mes mains picotent vers d'autres vies. Il y a quelque chose dans la voix, une certaine incertitude causée plus par un besoin organique que par un défaut d'autodétermination, un besoin de fumeur habituel auquel manque à cette heure-là du matin la bonne quantité de salive pour bien articuler la langue. Je tape sur le piano. Les mains glissent toutes seules. Ma tête s'envole et moi, j'oublie ce que je voulais faire quand j'étais petit. J'oublie ce que signifie avoir un rêve. Dans ces moments-là, il y a les blanches et les noires et le jazz. Mais en fait, ce sont mes mains qui le font. Je sais qu'en le lisant, tu crois que c'est moi qui le fais. Non, mais je te jure, ce sont mes mains qui le font. Et finalement, j'oublie. Tout, c'est bien ce que finit. Quelqu'un le disait. Enfin, ce n'est pas vrai. C'est la mer, elle nous attend. C'est la mer, tu comprends ? C'est à la mer que nous reviendrons. Aujourd'hui, 4h48. De sa fenêtre, Anna voyait l'arbre qui s'agitait par le vent sur les carreaux de l'hôpital. Toutes les couleurs étaient les mêmes. Un parfait camailleux de gris, un prolongement des murs, une ligne en pointillé sur la gorge à découper. 4h48. Tous les jours la même heure. Tous les jours cette putain d'horloge qui lui indiquait l'échec débilitant de sa nuit. 4h48. Ce n'est pas votre faute. C'est tout ce qu'elle entend. Ce n'est pas votre faute. C'est une insomnie. Ce n'est pas votre faute. Elle sait que ce n'est pas de sa faute.
Mais vous lui avez dit si souvent qu'elle commence à penser que c'est de sa faute. 4h48. Une première infirmière entre dans sa chambre. Une lame de rasoir se trouve sur le bord de sa table de chevet. Pas de sang, juste des poils, une touffe brune. Oh non, Madame Benveniste, vous aviez promis au docteur Trabli que vous ne recommenceriez plus. L'infirmière avance, 2, 3 pas, regarde la chambre d'Anna, se penche sous le lit. Les 3 chats de l'hôpital étaient là, mais sans poils, imberbes. Madame Benveniste, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, rien. J'ai une envie de recouvrir le portrait de mon grand-père pour ne plus avoir à le regarder me fixer. Vous savez, tous les jours, à 4h48, son bureau, la tête de chevreuil, l'argent, la femme, tout acte est un symbole dont le poids m'écrase. 4h48, c'est terminé. Putain, c'est tout. Levez le rideau, s'il vous plaît. J'ai rencontré Madeleine dans un parc. Elle a 91 ans cette année. Son regard pétillait tellement que ça ne m'aurait pas étonné si elle m'avait dit qu'elle avait 90 ans et 8 mois. Elle avait la beauté de son âge, comme si tout lui glissait dessus, comme une voile. On voyait la légèreté de la mer sur sa peau, comme un voile mouillé sur ses mains, comme si sa peau n'était plus qu'un foulard sur ses os. Elle avait emprunté sa peau à la Vierge voilée de Giovanni Strasa. Ou était-ce Giovanni Strasa qui s'était inspiré d'elle? Madeleine avait la légèreté de son âge, la fragilité aussi. Elle aurait pu autant voler que se casser. Aujourd'hui, elle vole. Quand je l'ai vue, elle était assise à côté d'un étang, sur un banc vert, duquel elle se penchait pour donner à manger au canard. Elle avait l'air confuse quand je l'ai abordée, ramena son sac en main en cuir vieilli près d'elle. Puis, telle une fleur, elle s'ouvrit pétale par pétale. Elle avait des cheveux blancs, gris, avec un reste de coloration au burn qu'elle avait continué à faire pendant de longues années avant d'avoir le courage de se rendre compte que ses cheveux blancs ne lui enlevaient pas plus sa féminité qu'un faux au burn. Elle avait les cheveux châtains quand elle était plus jeune, mais quand les cheveux blancs ont commencé à arriver, elle s'était dit que quitte à mettre une coloration pour cacher ça, autant essayer de nouvelles choses. Ses cheveux étaient courts, comme toutes les mamies du monde, mais les siens étaient fins et ondulés. Elle avait des taches brunes de vieillesse sur sa peau. Elle avait mis du fond de teint trop foncé, un peu orangé, sur les liaisons qui s'étaient formées sur son visage. Ce n'était pas sa teinte, mais c'était celle qui allait le mieux avec sa peau. Elle m'avoua que c'était surtout le seul correcteur beige de Yves Rocher. C'était le magasin le plus proche, le seul où elle avait encore la force d'aller par elle-même sans devoir demander de l'aide. Elle aimait bien Yves Rocher. C'était là où elle achetait des cadeaux pour ses petites filles, coquettes comme elle. Elle avait trouvé son rouge à lèvres là-bas. C'était un rouge satiné, un rouge doux comme elle. Comme toutes les femmes de son âge, le rouge à lèvres révélait le rare acte de féminité encore accessible. Il se fondait dans les rides de ses lèvres, mettant à nu sa vie qui crie par sa bouche. Ses rires, ses pleurs, ses cris, ses deuils, ses bisous passionnés. Madeleine a l'esprit d'une femme de 20 ans dans un corps de 90. Elle dit qu'elle a l'impression d'avoir perdu ses 30 ans, que les biberons et les allers-retours à la danse et au tennis lui ont volé. Dans ses yeux, on peut lire une envie de vivre, de sortir de sa prison qui est son corps, qui était sa vie. Depuis quelques années, elle se surprend à vouloir plus. Elle a laissé ses enfants grandir et maintenant ses yeux pétillent d'une envie de rattraper sa vie. Même si elle ne peut plus faire de marathon, elle court vers sa vie à sa manière. Elle a développé une obsession pour les foulards. Bleu, rouge, rose, à fleurs, à carreaux. Tous les jours de la semaine, elle portait un foulard différent de la veille et elle s'en offrait un nouveau à chaque fois qu'elle voyait le maire. Elle s'était mise à prendre des cours de danse et de couture. Dans ses yeux, on pouvait lire l'éclat de la jeunesse retrouvée. Et puis elle riait, tous les jours. Elle s'amusait à demander au serveur de deviner son âge. Il lui donnait toujours 20 ans de moins. Oh, et elle rendait les autres grand-mères jalouses de sa coquetterie. C'était la seule que monsieur le maire invitait à danser. Elle vivait plus à 90 ans qu'une personne de 20 ans. Elle profitait de ce que la vie pouvait encore lui offrir. Elle voulait vivre les choses intensément. Madeleine était comme ça.
Marie, lettre. Cher Guillaume, je prends mon courage et j'ose enfin t'écrire. Je n'ai plus de tes nouvelles comme tu t'en doutes. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Es-tu devenu photographe comme tu en rêvais? Et ta jambe? Tu as toujours se soucier à la jambe? Et ta mère? Et Albert? Et avec ta sœur, êtes-vous toujours fâchés? Moi, je vais bien. Je vais mieux. Je suis heureuse. Je suis très fière de la vie que je mène aujourd'hui. Je n'ai plus les mêmes tracas qu'à l'époque, je m'en suis sorti. J'ai 3 fils. Ils m'impressionnent chaque jour. J'ai l'impression qu'ils ont moins peur que nous. Ils foncent plus rapidement dans les choses. Ils ont l'envie de faire. Peut-être que cela vient de leur père avec qui je suis toujours. Je m'épanouis avec lui, c'est calme et serein, mais solide. Je crois que j'en avais besoin de cette tranquillité. C'est plus facile. Je pense souvent à toi. Tu n'es jamais vraiment sorti de ma tête. Je ne t'en veux plus, j'ai réussi à me choisir. Parfois, je me laisse aller, sans m'en rendre compte, à rêver de nous, ce qu'on aurait pu devenir, ce que serait ma vie aujourd'hui si nous étions toujours ensemble. J'aimerais pouvoir te parler, te voir, réapprendre à te connaître, savoir ce qui a changé de toi et ce qui est resté pareil. J'aimerais aussi te montrer qui je suis devenu. Est-ce que tu penses à moi parfois? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu as déjà eu envie de m'écrire, d'avoir de mes nouvelles? Peut-être que tu en as sans que je le sache. Est-ce que quand nos musiques passent, tu nous revois? Est-ce que dans certaines rues, il t'arrive de sourire en pensant à nos souvenirs? Est-ce qu'il y a des odeurs, des goûts qui te rappellent notre relation, ou simplement moi? Je voudrais savoir la place que j'ai eue pour toi, et celle que j'ai aujourd'hui. Est-ce que tu es heureux? Je voudrais que tu te prennes le temps de te poser la question avec honnêteté, juste pour toi. S'il te venait l'envie de m'écrire en retour, j'en serais plus que ravi. Enfin, tu fais comme tu veux, mais réfléchis-y, s'il te plaît. Je t'embrasse. Albine. Récit à la 3e personne, Nathalie. Amine a la fragilité d'un adolescent. Lorsque je le rencontre ce jour-là, un lundi, il se tient assis sur un rebord de fenêtre, juste à la sortie du métro qui vient de m'expulser. Le ciel est clair et frais, plein de cette atmosphère des matins de janvier, traversé de la froide lumière de l'hiver, comme se promènent les hivers en ville en cette saison. Ciel clair et sol grisâtre, chromatique grise dès que les yeux perdent de vue le ciel, traces de pollution diverses sur les trottoirs noirs, chuchotement des roues des voitures, passant à faible allure sur le bitume mouillé. Amine a le regard lointain, mais surtout perdu. Il ne regarde rien. Je ne sais pas du tout ce qui le traverse, je ne déchiffre rien. Il m'est impossible de projeter une quelconque pensée sur ce masque oublié. C'est sans doute cet inconnu-là, indéchiffrable, qui m'attire. Ce je ne sais quoi qui me dit « viens » ou « vas-y ». Ce vide est plein d'une histoire qui t'échappe et n'attend que ton oreille. Amine est mince. J'ai le temps de noter son jogging gris, flottant autour de ses jambes, s'arrêtant bien avant d'atteindre ses baskets, comme en porte presque tout le monde à notre époque. Ses chevilles ont la finesse des chevilles d'une femme. Il n'est pas très grand. Son anorak bleu marine a la légèreté du flocon, et je devine qu'à l'intérieur, il n'a pas très chaud. Je le perçois à sa façon de serrer ses bras autour de son buste, de serrer ses cuisses entre elles. Je vois la contraction figée et instinctive de tout son corps dans l'hiver de la cité. Sa capuche ne recouvre que l'arrière de son crâne. Il en apparaît des cheveux courts sur le dessus de la tête et rasés sur les côtés. De la sortie du métro jusqu'à lui, il n'y a qu'une douzaine de mètres. Cette simple distance me permet de le voir, de l'appréhender visuellement dans son ensemble et de prendre la décision de le rencontrer. Il ne réagit à ma venue vers lui que lorsqu'un petit mètre nous sépare. Abîmé qu'il semblait dans je ne sais quelle pensée, mais soumis néanmoins à l'instant animal qui habite chacun de nous et tient toujours aux aguets cette part primaire en nous lorsqu'un corps,
un objet, un mouvement, un son de quelque nature que ce soit, mais pouvant figurer un danger, entre dans notre périmètre de protection. C'est à ce moment-là que son regard noisette change de focale pour parcourir la distance entre le vide, le rien et moi. Amine a 30 ans, mais ce matin-là, il est sans âge. Il semble porter toute l'histoire du monde, toute l'histoire des hommes, celle de la brutalité de notre espèce. On peut dire que la violence peut être belle, sublime même. Qui n'est jamais resté sans voix devant la beauté terrible d'une explosion solaire, d'une avalanche, d'une naissance ? Quelle sublime beauté dans cette violence-là ! Mais la brutalité n'est pas faite de cette lumière, de cette grandeur, de cette vitalité. Elle est basse, au ras du sol, rampe comme le serpent, prend à revers, a de multiples visages et de multiples noms. Aujourd'hui, pour Amine, elle a le visage de la loi faite par des hommes contre d'autres hommes et s'appelle OQTF. Aziz a né et a grandi dans le quartier de la Défense à Paris, d'une mère marocaine et d'un père algérien. Il a 5 frères et sœurs de l'union de ses parents. Son père, lui, a 14 enfants en tout. Aziz ne connaît pas tout le monde. Ses parents sont morts aujourd'hui. Il ne me l'a pas clairement dit, mais il rajoute « paix à son âme » dès qu'il parle de l'un d'eux. Il s'est fracturé le col du fémur il y a 1 an. L'opération s'est mal passée, ils l'ont loupé, il vient de repasser sur le billard. Il dit souffrir le martyre s'il marche plus de 200 mètres. Il vit ici, dans le quartier, à l'hôtel. Aziz ne boit plus une goutte d'alcool depuis 1 an. Il avait l'alcool dévastateur, il buvait beaucoup, 70 000 € en 3 mois. Il en a payé des tournées. Les dommages et intérêts partis dans les caisses du bar. C'était le dernier trajet. Aziz rentrait du travail alcoolisé. Il était serveur en restauration. Dans le bus qui arrive au terminus, Aziz demande gentiment au chauffeur de lui ouvrir la porte. Il refuse, il dit qu'il va l'emmener au dépôt. Aziz ne comprend pas, il insiste, le ton monte. Le chauffeur finit par lui ouvrir la porte arrière du bus, mais sans s'arrêter. Aziz descend, le bus en marche, il tombe la tête la première, perd toutes ses dents et il laissera sa main. Depuis ce jour, Aziz est reconnu handicapé et n'a jamais pu retravailler. Il s'en foutait des dommages et intérêts. Ce qu'il voulait, c'était sa main et ses dents. Il aurait eu plus d'argent s'il n'avait pas eu 2 grammes d'alcool dans le sang ce soir-là. Au moins, à ce procès-là, la justice lui a donné raison. C'est pas comme à l'époque. 6 ans de prison, il a fait. Il était jeune, il avait tabassé un mec du quartier de la Défense qu'il connaissait bien. Il a pris une batte de baseball, il l'a mis dans le coma. C'est pas un méchant, Aziz, mais il ne supportait pas qu'on s'en prenne à ses sœurs. Alors quand on lui a dit que ce mec harcelait l'une des jumelles depuis des mois, il a pris la mouche. Le procureur a demandé 6 ans, il en a fait 6. En 5 ans, il s'est battu 1 fois, juste 1 fois. Ça lui aura coûté un moment au mitard et pas de libération anticipée. Il s'en souvient bien du mitard, Aziz. C'est ça son plus grand regret, la prison. Maintenant, Aziz, il a 58 ans. Il fait plus avec son col du fémur cassé qui lui donne une posture de vieillard avec sa béquille. Il marche péniblement. Il a mal. Maintenant, il est en prison, dans son propre corps. Il attaquera l'hôpital en justice, me dit-il.